Cette semaine, beaucoup d'infos dans la presse économique israélienne. Nous allons les décrypter avec notre chroniqueur habituel Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, la bourse israélienne a bien résisté. On a bien sûr entendu énormément de commentaires concernant les barrières douanières américaines. On aurait pu croire que ça allait avoir un gros impact sur notre économie, mais apparemment on résiste. Oui, tout à fait. Il faut comprendre ce que fait d'abord Trump en une minute. Il dit, je vais donc augmenter les barrières douanières pour protéger les États-Unis, pour réindustrialiser les États-Unis. Et la deuxième partie, il veut baisser après les impôts sur les sociétés et les impôts sur le revenu des Américains. En fait, c'est revenir au Moyen-Âge. Il y a beaucoup d'économistes qui disent où il n'y avait pas d'impôt sur le revenu, il n'y avait que des droits de douane, des octrois comme on appelait à l'époque, d'accord? Et en fait, j'ai pensé, nous en Israël, je l'avais noté, on a fait un petit peu ça cette année puisque on a parlé beaucoup de l'augmentation de la TVA de 1%. Et on a montré ici dans cette chronique, tout au long depuis le début 2025, comment les recettes fiscales de l'État ont augmenté avec seulement 1% en plus d'augmentation. Et là, on a eu des chiffres de 167 milliards de shekels de recettes de l'État sur les 3 premiers mois de l'année. C'est énorme. Et parce que d'abord, l'Israélien continue à consommer beaucoup. Et donc, c'est la même idée que lui veut faire, c'est pouvoir pressurer moins les Américains. Et d'ailleurs, il faut dire qu'en États-Unis, il n'y a pas de TVA. Maintenant qu'on a expliqué ce qu'il veut faire, et c'est un grand négociateur, il donne des grands coups, il fait au début en tout cas ce qu'il dit. Il dit toujours je suis prêt à la négociation, mais d'abord, comme un bon négociateur, il frappe fort. Il a par exemple cette semaine même mis à 100% sur la Chine les droits de douane. Alors là, la Chine va sûrement se défendre et agir, et on a peur justement d'une escalade de la guerre commerciale qui est très mauvais pour les bourses, surtout que les marchés financiers aiment la stabilité. Revenons pour Israël. Ce qui s'est passé plus ou moins cette semaine après, donc le début du fait qu'il ait mis les droits de douane et qui pour l'instant il n'en démord pas, c'est, si on regarde d'abord sur l'ensemble des bourses du monde, on a eu une baisse de au moins 10%. Depuis les sommets d'il y a quelques semaines, même il y en a des bourses américaines jusqu'à 20%. Les gens qui disaient sur le SP500 ça peut pas baisser, on attendait une correction. Beaucoup d'économistes le disaient déjà, ils ont trouvé une bonne raison de la faire. C'est sévère et c'est pas terminé puisque bien sûr la crise n'est pas terminée. Donc on prévoit encore beaucoup d'analyses qu'on n'est pas au plancher. Maintenant, il faut être prudent, mais pour l'instant, vu ce qui se passe, on n'est pas au plancher. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour Israël? D'abord, ce qui est intéressant, c'est à cause du Shabbat. Je vais vous dire. En fait, il n'y a pas de bourse ici le vendredi, parce qu'en hiver, le vendredi vient tôt. Ce qui va d'ailleurs changer en Israël, parce que normalement, à partir de 2026, la bourse veut changer et veut faire aussi le vendredi les jours de bourse. Et à ce moment-là, on sera comme le monde entier de lundi au vendredi. Mais enfin, pour l'instant, on ne travaille pas le vendredi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là où il y a eu un vendredi noir dans l'ensemble des bourses mondiaux. Et en Israël, les gens ont eu le temps de réfléchir et de prendre leur temps avant de voir ce qu'ils vont faire dimanche. Et qu'est-ce qui est intéressant? Le public, en tout cas, je parle pas maintenant des gros investisseurs, je parle des publics qui vont dans les SICA, ce qu'on appelle en hébreu Kranot Nemanut. Il y a eu seulement 100 millions de shekels de rachat le dimanche. Or, sur le jour du Corona, j'ai vu les chiffres, 6 milliards de shekels en un jour, les Israéliens avaient enlevé leur argent des SICA. Donc, quand il y a 100 millions seulement qui s'enlèvent, même si après ça continue un petit peu, c'est quelque chose que les acteurs peuvent, que les autres acteurs importants peuvent supporter. Et bien donc, il y a une baisse, je dis pas, et on sait pas où on va, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup moins important que ça, que dans le reste du monde. Oui. On est, à mon avis, entre la moitié et le tiers de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est très, très, très important. Et j'espère que ça va apprendre aux Israéliens de plus investir dans la bourse israélienne. Ça, c'est une chose qui est. Une autre raison qui est aussi fondamentale, la chose suivante, dont je crois on n'a pas beaucoup parlé ici. Si on regarde les grosses sociétés en Israël qui sont cotées à la bourse, qu'on appelle dans les indices phares 35 et 125 même, c'est surtout des entreprises d'abord financières, les grandes banques, quoi, moi ça. Et eux, ils sont moins, pour l'instant, touchés par ces douanes parce bien que sûr. C'est de l'argent. De toute façon, ils gagneront de l'argent, on pense bien. Donc, ils baissent aussi comme tout l'ensemble du marché. Disons qu'ils sont moins touchés. Mais ils sont moins touchés, point de vue fondamental. Et une autre chose, c'est le bâtiment aussi. Ça veut dire beaucoup d'entreprises de bâtiments sont à la bourse. Et donc ça aussi, c'est moins touché pour l'instant que le reste. Qu'est-ce qui est surtout touché dans le monde entier? C'est le commerce, le luxe qu'on sait, et les valeurs technologiques. Il y en a en Israël, mais c'est pas ça qui soutient vraiment tous les indices phares. C'est pour ça qu'on a moins baissé. Enfin, dernière raison,
c'est que l'économie, la bourse, d'une certaine façon, par la psychologie, doit correspondre à une économie réelle. Et lorsque en Amérique, on a des bourses dont les bénéfices attendus étaient valorisés à 30 fois, c'est-à-dire on était prêt à acheter, le cours valait 30 fois les bénéfices, c'est énorme. Ouais. Et c'est pas économique. En Israël, on était beaucoup moins, on était à la moitié de ça. Donc c'est normal aussi qu'on baisse moins que les autres. Maintenant, il faut que j'explique une dernière chose, c'est l'histoire du shekel. Vous avez dit également que le shekel a été ballotté et l'euro a dépassé les 87 semaines, le dollar autour de 3,80. On n'avait pas vu depuis très très longtemps. Ouais, très longtemps. Ça a dû faire plaisir aux retraités. Oh, tout à fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Toujours la même chose. À cause justement des caisses de retraite et autres qui sont investies beaucoup dans le SP500, en général, ces instituts-là n'achètent pas directement des actions. Ils achètent ce qu'on appelle des options. Et à partir du moment où il y a une baisse en Amérique des cours, les acteurs en face, c'est-à-dire les bourses en face, demandent à ceux qui ont acheté des options de mettre de l'argent pour les marges. Et donc, ils sont obligés beaucoup d'acheter du dollar pour pouvoir se couvrir par rapport à ce qu'on leur demande à la bourse en Amérique, au Nasdaq ou autre. Et c'est ça qui fait baisser le shekel en ce moment. C'est pas une question que l'économie israélienne va moins bien, puisqu'on a eu là les chiffres comme du déficit budgétaire, il reste pratiquement égal à ce qu'on était avant. Ouais, donc ça, c'est une explication claire et précise. Voilà, vous avez compris pourquoi le shekel a baissé, mais ce n'est pas du tout un signe que notre économie va moins bien, bien au contraire. Alors, on continue. Alors là, c'est une nouvelle importante. On en avait parlé dans une de nos émissions précédentes. Ça concerne les promoteurs immobiliers et leur fameux processus d'achat à 20% d'apport et 80% à la fin de la concrétisation de l'achat. Alors, les promoteurs immobiliers qui ne veulent décidément pas faire baisser les prix, ils font tout pour ça, se sont, on va dire, entendus. Ils ont collaboré avec les banques pour que ça continue comme ça. Alors, c'est pas très fair pour nous. Franchement, c'est pas très juste pour les consommateurs. Il faudrait peut-être se révolter un peu, Daniel. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, vous êtes la mémoire de la chronique. Je ne sais pas combien de gens comme vous, on en a déjà parlé. Je suis très, très content. Maintenant, c'était le début. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, quand vous avez dit 20,80, il faut savoir que c'était aussi, j'en ai parlé, même jusqu'à 5,95, ça veut dire vraiment on payait pratiquement rien au début. Alors, la Banque d'Israël avait dit la chose suivante aux banques, moi je veux plus ça comme ça. Je veux que les gens prennent tout de suite des prêts hypothécaires à leur nom et pas que vous repoussiez à la fin. Si vous le faites, moi, je vais vous demander beaucoup d'argent. Ça va vous coûter plus cher aux banques et vous allez devoir immobiliser plus d'argent qui ne vous servira à rien, etc. Donc, alors les promoteurs sont allés voir eux-mêmes et les banques, comme ils ont fait d'ailleurs l'année d'avant pour empêcher justement que les prix baissent et qu'ils puissent écouler leur stock, leur disant vous comme nous, vous n'avez aucun intérêt à ce que les prix baissent et vous avez intérêt à faire des bénéfices. Alors, on va vous proposer la chose suivante et je vais vous montrer que ça se fait déjà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit la chose suivante? D'abord, la Banque d'Israël a fait des mesures au cas où on fait les 20,80, etc. Donc, on met 20% d'apport, on paye la fin de l'appartement à la livraison des clés, peut-être. Voilà, sur 2 ans, peu importe. Donc, elle n'a pas interdit, à ce moment, ça a coûté plus cher, elle a aussi limité en pourcentage de vous. Moi, je suis prêt, le promoteur, de vous donner la différence en intérêt. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, moi, je vous empruntais un taux temps et temps, je vous ajouterai 0,2 à 0,3% pour les frais que vous aurez à cause de ça. Ça, c'est une des choses qu'ils ont faire. Bon, ça veut dire c'est entre la banque et le promoteur. À part ça, les promoteurs sont venus chez les clients et leur ont dit la chose suivante. On va faire toujours les 20,80, mais ça veut dire, vous allez prendre une mashkanta complète de 100%, ça veut dire un prêt hypothécaire, de 100% depuis le début, parce que la Banque d'Israël veut voir à votre nom que vous avez pris la somme, disons, de 1 million de shekels pour ce prêt pour faire cette maison. Donc, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je m'engage à te payer les intérêts jusqu'à ce que l'appartement soit prêt soit livré. Et donc, ça coûte plus cher à la promoteur. Qu'est-ce qu'il fait le promoteur? Il calcule combien ça lui coûte plus cher. Il le fait répercuter dans son prix de vente. Ils l'ont dit explicitement. Ils ont calculé. Et donc, ça veut dire que c'est de 6 à 8%, voire même 10%. Et ça, ils le font ou bien en pas baissant les prix, ou bien en augmentant le prix par rapport aux... Ça veut dire qu'au lieu de payer moins cher, on paye encore plus cher. Et alors, une dernière chose que je veux dire, que j'ai dit aussi que ça se passe déjà maintenant.
à Netanya, il y a un projet à Nordo, c'est un endroit qui est connu, à côté de Yamit, je sais pas, je connais pas bien Netanya, mais je sais que c'est un bon endroit, que le promoteur dit la chose suivante au l'acheteur. Vous m'achetez cette maison, moi, je vous fais un prêt hypothécaire, je peux vous avoir pour 2,5%, qu'à ce moment, c'est entre 5 et 6%. C'est-à-dire, les gens vont payer pendant 20 ans un intérêt. Moindre, ça c'est intéressant. Beaucoup, oui. Mais attendez, mais il faut augmenter les prix. Il les répercute sur les prix de l'appartement. Alors, c'est pas évident que le client, il y gagne quelque chose. Qui gagne là-dedans, c'est les promoteurs et les banquiers. Et les banques, comme d'habitude. Donc, il faudrait peut-être, comme je l'ai dit en introduction, se révolter un de ces jours. Alors, on continue avec Wolt. Alors, Wolt, c'est la société de livraison par laquelle tout le monde passe pour acheter de la nourriture et tant d'autres choses. Voilà, on se fait livrer à domicile, c'est bien pratique, mais apparemment, ils sont sur la sellette. Ils auraient commis des pratiques abusives, Daniel. Oui, comme vous m'avez dit à juste au titre hors antenne, on voit que Wolt, ça veut dire qu'ils ont une position de monopole. Et ils en abusent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font faire surtout, vous avez parlé de nourriture, vous avez raison, c'est surtout dans la restauration. Ils obligent les restaurateurs à travailler avec eux, de faire ce qu'on appelle un contrat d'exclusivité. Que tu viens avec moi, tu ne travailleras pas avec une autre entreprise qui fait des livraisons. Et ça a fait d'ailleurs que, à cause de ça, des compagnies de livraison concurrentes ont dû fermer. Il y en a une maintenant d'ailleurs qui attaque Wolt pour 60 millions de shekels pour concurrence déloyale. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À la commission économie de la Knesset, les députés ont dit qu'ils ont fait une enquête, une étude, et ils ont vu que la différence, par exemple, dans le restaurant, entre le prix qui est donné au restaurant d'un repas et le prix après livré est de 25% de différence. Et ça, les clients ne le savent pas. Et parce que eux, ils voient qu'est-ce qu'ils doivent payer à Wolt quand ça arrive le repas, mais ils savent pas cette différence énorme. Alors, il y a un député qui a déposé un projet de loi qui dit la chose suivante. Il devrait y avoir une plateforme, chaque restaurant, de dire, voici mon prix quand tu vas manger chez moi et le prix avec Wolt. Et rien que le fait de savoir ça fera en sorte que les gens peut-être se feront moins livrer parce qu'ils verront la différence énorme de prix qu'il y a entre ça. Alors, d'abord, Wolt a refusé de venir à la Knesset pour ce qui est rare, pour venir s'expliquer. Et l'autorité de la concurrence a été elle aussi sur la sellette en disant qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Vous savez très bien que Wolt a une proposition de monopole et vous ne l'attaquez pas contre ce qu'on appelait les accords d'exclusivité dont on a parlé ici. Et elle a bégayé. L'autorité de concurrence, il y avait là-bas des conseillers juridiques et autres, et ils ont dit non, ils n'ont pas vraiment voulu dire qu'ils feraient quelque chose contre Wolt. Ils disent on fait quelque chose quand il y a un problème, etc. On voit pas ici de ce qu'on appelle un faratroc, ça veut dire contre quelque chose qui est fait contre la loi, etc. Mais en tout cas, les députés veulent faire quelque chose, il faudra suivre. Peut-être ça fera un peu de pression sur Wolt pour faire moins de profit par rapport aux consommateurs. Il faut quelque chose qu'il faut voir, continuer à voir. Bon, alors ça c'était assez intéressant, voilà, pour ceux qui auront peut-être plus envie de vérifier leurs factures. Voilà, comme ça, ce sera important de le dire. C'est important de le dire, on l'a dit, et c'est tant mieux. Alors on va finir puisqu'on parlait de nourriture, on va continuer puisque Pessah est à nos portes. Et qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On mange, et on mange pas mal, alors un peu différemment que d'habitude. Et justement, c'est le ministère de l'Agriculture qui a voulu nous donner des précisions sur ce qu'il y aura dans nos assiettes à Pessah. Tout à fait. Ils se sont bien sûr passés sur les chiffres de 2024 et aussi voir qu'est-ce qui se passe maintenant au point de vue des achats. Et donc, ils nous disent un peu qu'est-ce qu'on va manger. Alors d'abord, ça étonnera personne. Au moment des fêtes de Pessah, il y a une augmentation de 5% des achats de consommation de viande. Maintenant, au niveau du poisson, où déjà les Israéliens mangent pas mal de poissons, il y a une augmentation de 34% de poissons. À votre avis, quel poisson à Pessah est le plus apprécié? Moi, je dirais le saumon. C'est le deuxième, c'est la carpe, d'abord. La carpe à Pessah, 600 tonnes alors que tout le reste, c'est encore 1000 tonnes, tous les autres poissons. 600 tonnes de carpe vont être maintenant consommées, par Pessah. C'est vrai, vous n'êtes pas ashkenaz. Non, je suis pas ashkenaz. C'est pour ça, la carpe. C'est pour ça que j'ai pas pensé à la carpe. Le sort du Seder est quelque chose qui est sacré. Il faut dire,
je disais que si on regarde toute l'année, les Israéliens mangent un peu moins de 20 kilos de poisson par personne, par an, hein, je parle bien entendu, et quand la moyenne mondiale est un peu plus élevée, 21 kilos, bien entendu, il y a des différences. Les Asiatiques aiment beaucoup, c'est 25 kilos. En Europe, on est autour de 20 kilos, un peu plus qu'Israël. En Afrique, moins de 10 kilos. Donc, on voit que pendant l'année, on est un peu à côté de la moyenne mondiale. Ce qui est intéressant, là où on est beaucoup plus que la moyenne mondiale, c'est au point de vue des œufs. Il y a une augmentation maintenant d'achat des œufs, j'ai vu même 14%, certains parlent 9%, 14%, en tout cas les super parlent qu'on leur achète 14% en plus. Et d'ailleurs, je me permettrai de faire une petite annonce que le ministère de la Santé a trouvé hier et trouvé cette semaine à Mahane Yehuda des œufs qui étaient avariés venant des Palestiniens, de ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. Faites très très attention de n'acheter que dans des endroits qui sont surveillés parce que sinon on peut avoir des maladies. Bien sûr. Voilà. La parenthèse fermée. Alors, les œufs, on en mange 250 par personne par an. Et pour moi, c'est énorme parce que en Europe, on n'en mange que 200 et la moyenne mondiale est 248. Incroyable. Donc, c'est vraiment incroyable. Maintenant, dernière chose que je voulais te dire, parce que je suis ashkenaz, c'est le réfort. Ah, bah, bien sûr. J'ai été étonné de voir ça. 10 tonnes de réforts vont être importés pour Pessah en Israël et ils viennent de Hongrie. Il paraît, apparemment, la Hongrie est un grand producteur de réforts et c'est normal puisque les Juifs vivent dans l'Europe centrale et qu'il n'y en a pas tellement en Israël. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir ça aussi. Et bien sûr, puisqu'on a parlé de vol d'ailleurs, pour la première fois, les matzot Aviv, qui est une des matzot, ils ont une usine populaire à Bnei Brak, il y avait toujours beaucoup de queues. Alors, ils ont décidé de faire par Volt. Et Volt, d'ailleurs, a hésité à prendre le marché parce que ça marche très bien. Les gens font plus de queue. Ils sont livrés chez eux pour leur paquet de matzot. Donc, on va dans la modernité. Bon, ok. Bah alors, en tout cas, merci pour ces précisions. Alors, bonne fête de Pessah aux Ashkénazes et aux autres, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous, Daniel, et à très bientôt. Merci et permettez-moi de souhaiter à toute l'équipe et à tous nos auditeurs un Pessah kasher et très joyeux le plus possible malgré les événements. Malgré les événements, malgré les otages, en espérant que tout le monde sera de retour très vite. Merci.